Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Je vous propose une série spéciale de 4 épisodes enregistrés en marge du salon One-to-One à Biarritz, un salon dont le focus est l'expérience client et qui vient de se terminer. Cette année, nous y avons parlé data, AI, expérience client et CRM. Et vous allez entendre dans cette petite série une spécialiste mondiale de l'IA, le patron du marketing et de l'expérience client de SNCF Connect and Tech, le vice-président de Forrester sur l'avenir de l'expérience client et enfin le patron du Web3 chez Vivendi. IA, générative, crypto, métaverse, super apps et même l'éternité as a service sont les sujets que nous avons abordés dans ces épisodes. L'idée est de vous ouvrir les chakras pour vous aider à vous projeter sur les 15 prochaines années. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la série spéciale que j'enregistre en parallèle du One-to-One Biarritz. À Biarritz, comme son nom l'indique d'ailleurs, et c'est une série spéciale dans laquelle j'ai envie de vous ouvrir les chakras sur un ensemble de sujets qui sont les sujets qu'on aborde lors de ce one-to-one, qui sont l'éthique, le chic, l'IA, la data. Et pour ce premier enregistrement, j'ai le grand plaisir de recevoir Amal El-Fallah Segrochni, une experte mondialement reconnue sur l'IA. Bonjour Amal. Bonjour. Alors, ton titre est un peu à rallonge, mais je te laisse nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis présidente exécutive du Centre international d'intelligence artificielle du Maroc, qui s'appelle AI Movement, et je suis en même temps professeure de classe exceptionnelle à Sorbonne Université. Par ailleurs, je suis membre de la COMEST, qui est la Commission mondiale de l'éthique des sciences et technologies de l'UNESCO, et pour finir, membre du Conseil supérieur de l'éducation, la formation et la recherche scientifique au Maroc. J'ai été nommée par Sa Majesté en novembre 2022. Félicitations, je veux dire, ça va faire un an. J'ai assisté hier à ce premier talk qui était le talk d'ouverture du One-to-One Biarritz, qui était passionnant. J'ai des questions. On va s'ouvrir les chakras et prendre un peu de hauteur sur les sujets qu'on va aborder. J'essaierai de retomber par moments sur du très opérationnel et pour l'audience qui nous écoute, des retailers, des commerçants, des e-commerçants. Mais on a commencé à préparer cet entretien avec Amal, qui veut dire espoir, je crois. En arabe, c'est ça. Hein. C'est ça, oui. Bah écoute, on va parler d'espoir. On a commencé à parler en préparant l'entretien de l'historique un peu que tu avais vu sur l'IA, et je trouvais intéressant de commencer l'enregistrement. Donc j'ai proposé à Amal de commencer tout de suite l'enregistrement. Toi, tu es informaticienne. Oui, de formation. Oui. Tu as travaillé dans différents domaines, on peut aller sur ton LinkedIn pour les voir. Mais il y a eu un déclic il y a une grosse dizaine d'années sur les addictions et l'informatique, les outils, les réseaux, c'est ça? Tout à fait. Ce qui a été le déclic pour moi, j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes que posaient les jeux vidéo dans un premier temps. Mais je pensais que les jeux vidéo, c'était une niche, c'était très spécifique et que la majorité des jeunes ne sont pas nécessairement addicts aux jeux vidéo. Mais après, je suis tombée sur des articles qui relataient des faits très inquiétants sur l'addiction des adolescents aux smartphones et aux jeux et aux tablettes et toutes sortes de choses. Donc, je commençais à observer un peu. Et puis, je voyais que de plus en plus, il y a des mamans ou des papas qui donnent des tablettes à des enfants en bas âge. J'en ai vu dans l'avion à 5 mois, 6 mois, ils sont déjà devant une tablette. Et je commençais à regarder les adolescents, les 10-12 ans, qui passaient, on va dire 4-5 heures en soirée avec un smartphone. Et là, je me suis vraiment posé la question de l'éthique
de la construction de ce type d'artefacts qui vont interagir avec nos enfants, avec nous-mêmes, mais aussi avec des personnes vulnérables. Et pour cela, je vais vous raconter l'histoire d'une dame âgée dans une maison de retraite qui piquait une crise. J'ai vu une femme partir en larmes, piquer une crise parce que son petit robot compagnon, qui était un lapin, ne répondait pas le soir. Donc elle n'arrivait pas à s'endormir sans son robot compagnon. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un problème. Toutes les personnes qui sont fragiles, qui vont avoir comme seul recours ces artefacts, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on leur met entre les mains? Après, vous rajoutez toutes ces nouvelles applications qui vont vous aider à bien vous sentir, qui vont vous aider à avoir des amis, qui vont vous aider à vous épanouir, etc., etc. Donc, je rentre pas dans les détails. Je pense que les gens comprennent ce que je veux dire. Mais cette dépendance affective et psychologique des artefacts n'est possible que grâce à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, à la base, c'est une discipline qui cherchait à reproduire la cognition humaine, les processus cognitifs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut entrer en symbiose avec un artefact, on peut tomber amoureux d'une fée clochette, on peut devenir, c'est la voix, c'est la parole, c'est l'image, c'est les émotions que l'artefact génère chez vous, etc. C'est la manipulation des comportements affectifs qu'on est en train de développer et qui est vraiment problématique. Et pour moi, ça, c'était le déclic. Donc, c'était vers les années 2012-2013. C'était le déclic de me dire la technologie, c'est bien. Je suis une femme de la tech. J'ai développé des algorithmes, j'ai écrit des articles, plus de 200 articles de recherche. Mais la finalité de tout ça, c'est quoi? Lorsque vous développez des choses et vous les mettez sur GitHub ou vous le mettez en accès libre sur DBLP, eh bien, d'autres vont utiliser vos algorithmes pour faire autre chose avec. Là, j'aime bien reprendre ce que disait Einstein en substance. C'est que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et moi, c'est ça ton sujet de réflexion. Mon sujet de réflexion, c'est quand on développe des choses, des techniques, des technologies, des algorithmes, des artefacts, quelle est la finalité de ces développements? Est-ce que on est assez bien armé pour pouvoir mettre les cadres qu'il faut pour encadrer justement l'usage de ces technologies? Est-ce qu'on peut faire des objets éthiques by design, par exemple? Aujourd'hui, les choses que nous fabriquons sont toutes à double tranchant. Si on l'utilise à petite dose, c'est merveilleux. Un téléphone, c'est super pour la communication. Si vous le mettez dans les mains de quelqu'un qui va en dépendre affectivement, qui va plus pouvoir se détacher on a un problème de décrochage scolaire. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants ne veulent plus aller à l'école. Ils veulent rester sur les séries, Netflix, téléphone, etc., etc. Donc cette facilité et cette déconcentration que nous créons chez les enfants et les jeunes générations, on va les payer très très cher. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que on va réguler ces choses-là? Lorsque à petite dose c'est bien, mais à forte dose c'est très nocif. Elle est où la frontière? Où faut-il mettre le curseur? Tu as abordé le sujet hier, la subordination algorithmique. Tu peux me dire ce que c'est, nous expliquer ce que c'est? Oui, la subordination algorithmique, c'est un concept que je pense avoir un peu inventé pour dire à partir du moment où nous dépendons d'un algorithme, on devient un peu esclave de l'algorithme. C'est ce que j'entends par, c'est l'esclavage algorithmique. Aujourd'hui, et l'exemple que j'ai donné hier, c'est celui de la voiture qui ne démarre pas si vous n'attachez pas votre ceinture. Il y a beaucoup de situations où la personne humaine est complètement dépossédée de ce qu'elle peut faire. Elle est face à une machine et c'est la machine qui décide. C'est ça la subordination algorithmique. Alors, lorsque vous prenez par exemple des applications, jusqu'ici, nos comportements étaient régulés par la loi, par l'autorité, par l'éthique, par la morale, par un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vous avez un invité surprise. C'est l'algorithme qui va décider
qu'on va vous ce que je octroyer. dois penser, ce que je dois voir, ce que je dois écouter. Voilà, il va vous créer ne serait-ce que lorsque vous faites une recherche sur Internet, votre profil vous condamne d'avance à ce que vous allez pouvoir voir et pas. Vous n'allez pas avoir accès à toutes les pages. On va vous filtrer les pages. D'accord? On va vous envoyer les publicités qu'on pense vous conviennent. On va toujours être dans une continuité de ce que vous avez été et ce que vous pouvez être. On n'est plus dans la prospective. Quelqu'un qui a acheté une table, il va avoir des publicités de table toute sa vie. Enfin, jusqu'au moment où il achète un bureau. Et au moment où il achète une chaise. On est dans un diktat algorithmique aujourd'hui qui est très dangereux parce qu'il ferme toutes les portes et il vous canalise. Il vous met dans une case et vous devez consommer ça et pas autre chose. Et donc, si je reviens à la subordination algorithmique, prenez l'exemple de Parcoursup. Lorsque vous voulez, votre enfant, il a le bac et il veut s'inscrire. C'est qui va décider de son parcours? Vous pensez que ce sont les professeurs? On n'a plus le temps de se mettre face à un élève et à parler avec lui, à lui expliquer des choses, etc. Il va remplir des formulaires sur Internet et il va être dirigé comme la plupart des gens, puisque c'est la majorité qui l'emporte aujourd'hui. C'est la logique du flux le plus fort, j'ai envie de dire. C'est pas l'affluent ou le confluent, c'est le... Exactement. Et votre enfant, il a beau être prodige, il a beau être différent, il a beau être original, il va rentrer dans le moule. Mais c'est un sujet de réflexion ou c'est un combat? Je sens un engagement dans ta réflexion. Oui, mais je ne réfléchis pas pour réfléchir. Je réfléchis parce que je veux changer les choses. Et je veux pas, justement, en tant que chercheuse, ma réflexion doit aboutir à des actions. D'accord? Et c'est ça que j'essaye quand je fais des conférences, dans One to One, par exemple, ou dont l'autre fois il y a pas longtemps, j'étais au MEDEF à l'Hérault. Vous voyez, ce sont des mondes très différents. Ou bien à l'université, ou bien à Rabat, ou bien à Singapour. Mon objectif, c'est de sensibiliser à ces problèmes-là, en espérant que, quelque part, il y a des autorités publiques, il y a des citoyens, des mouvements. Mon centre s'appelle le mouvement. D'accord? AI Movement. C'est le mouvement vers une meilleure compréhension des choses et vers aussi ce que j'appelle moi l'intelligence augmentée. On devrait utiliser la technologie, l'intelligence artificielle, on devrait retourner l'output, c'est-à-dire au lieu d'être consommateur de ce que les GAFA veulent bien nous donner, il faut que nous on puisse construire notre intelligence artificielle éthique et responsable. En retraçant un peu, donc ce super pouvoir, c'est presque un super pouvoir, qui était d'abord dans la main de chercheurs, depuis 2010 commence à s'ouvrir d'abord à des professionnels, et depuis quelques années maintenant, je parle de l'AI, donc 2010 un grand boom, de plus en plus de frameworks disponibles pour des développeurs, et là depuis quelques années c'est accessible au grand public. Et ma mère, salut maman, ma mère peut l'utiliser parce que c'est dans un chat, quand il s'agit de chat GPT, que c'est une requête dans Discord, c'est plus compliqué pour Midjourney, mais quand même ça devient accessible au grand public, des applications se construisent dessus, donc ce qui était l'apanage peut-être des chercheurs, puis des grands groupes, devient aujourd'hui l'apanage de n'importe quelle start-up pour créer des outils, s'aider au quotidien, j'en sais rien, dans son marketing, de l'outil intelligence artificielle, au sens large. Où est l'éthique? Comment placer de l'éthique dans ces sujets quand on est une entreprise qui cherche à se développer, mais que on a des sensibilités de plus en plus grandes sur le B Corp, sur l'entreprise à mission? Comment est-ce que j'intègre ces sujets dans ma réflexion? Moi, je pense que il faut décortiquer le problème. L'intelligence artificielle, c'est pas un bloc. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord l'algorithmique, c'est les données, c'est la manière dont on va déployer l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'essaie de faire la CNIL, par exemple, c'est travailler beaucoup sur les interfaces. D'accord? Lorsque vous développez un outil, il faut savoir que cet outil, sa finalité, c'est d'être utilisé. Et pour être utilisé, il faut mettre les garde-fous autour de cet outil. Et donc, c'est ces garde-fous. La première chose qu'il faut faire, c'est de se dire, bon, voilà, mon outil, par design, je vais le développer de façon éthique. Mes données, je vais les proprifier,
je vais les rendre clean, je vais les rendre bien calibrées, je vais les vraiment représentatives, je vais respecter la vie privée, je vais anonymiser les données lorsqu'il s'agit de données personnelles, etc., etc. Donc toutes ces précautions, elles sont aujourd'hui sur la table. Le RGPD, par exemple, il est venu pour bien encadrer l'utilisation des données à caractère personnel. Les entreprises ne peuvent plus, depuis 2018, faire ce qu'elles veulent avec les données. On est bien d'accord. Le AI Act est en train d'arriver pour réguler la partie algorithmique, la partie traitement. Mais nous, vous et moi et des développeurs d'applications, on va aussi faire attention à ce que, par exemple, un enfant de moins de 18 ans, ou de moins de 14 ans, ou de moins de 16 ans, ne puisse pas accéder à telle ou telle chose, à telle ou telle fonctionnalité. Et donc, c'est cette prise de conscience de l'encadrement, de l'usage qu'on va faire de nos outils qui doit être un peu notre ligne directrice dans les développements qu'on fait. Donc, c'est une concomitance de beaucoup de choses. L'algorithmique, la data, l'usage. Et c'est tout ça qu'il faut avoir en tête. C'est à ça que je cherche à sensibiliser. C'est tout cela qu'il faut avoir en tête lorsqu'on s'amuse à mettre sur le marché des outils. Si par exemple, je reprends l'exemple du lapin, de la personne âgée, eh bien aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent en disant ce type d'artefact, il faut pas qu'on puisse l'utiliser plus d'1 heure par jour. Parce que déjà, ça va réduire. Si on disait que tous les enfants ne pouvaient pas avoir droit à l'utilisation du téléphone plus d'1 heure, ça va changer complètement la manière dont les enfants vont se comporter avec le téléphone. Vous avez beau, en tant que parent, dire non, pas de téléphone, pas beaucoup de téléphone, etc. Vous êtes complètement dépassé. Parce que l'environnement, quand l'école à la maison se fait à travers le téléphone et la tablette et l'ordinateur, depuis le Covid, c'est fini. Les parents, ils ont perdu la main sur le contrôle. Le contrôle parental ne veut plus rien dire. Mais est-ce que l'État peut le reprendre? Ou les institutions ou le... Eh bien, il faut réfléchir de façon citoyenne, parce que ces enfants, ce ne sont pas que nos enfants, ce sont aussi les enfants de la République. Et ces enfants, il faut que la République s'en occupe. Il faut, parents, écoles, autorités publiques, réfléchissent ensemble à l'avenir de ces enfants. Est-ce qu'on veut des légumes face à des écrans, ou est-ce qu'on veut des enfants qui réfléchissent, qui sont capables de faire du sport, de courir, etc. Donc, ce sont ce type de questions qu'il faut mettre sur la table. Il n'y a pas de tabou, hein. Il faut avoir peur de rien. Il faut parler des choses, des problèmes, et essayer de trouver des solutions. Peut-être pas on n'aura pas de solution dans 3 jours, mais il faut avoir un plan de résolution de problèmes. Et ça, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. C'est très intéressant et du coup c'est intégré dans les considérations des entreprises. Aujourd'hui il y a un grand mouvement en France en tout cas de B Corp, d'entreprises à mission et on aborde énormément de sujets, mais je ne me souviens pas avoir abordé le sujet de l'intelligence artificielle et de la destination des outils créés par ces entreprises à mission. Est-ce que tu penses que ça devrait faire partie d'une sorte de checklist? Oui, l'intelligence artificielle elle a envahi à peu près tout aujourd'hui. Donc pour moi c'est comme l'illettrisme, hein. Il faut que les gens sachent de quoi il s'agit. Et surtout, il faut de la consommation consciente. On demande toujours le consentement, surtout. Mais on ne demande pas de consentement sur l'utilisation des outils de l'IA. Vous avez Alexa chez vous? Moi, j'en ai une. Et surtout, il faut être en mesure quand on se pose la question, est-ce que Alexa enregistre ce qui se passe dans l'appartement ou dans la maison ou pas? Aujourd'hui, on vous dit que non. Mais il est fort à parier que oui. Et donc, moi je me dis... On le sait ça? On imagine? On l'imagine parce que lorsque Alexa est allumée et vous lui parlez, elle répond. Si elle répond, c'est qu'elle traite. C'est qu'elle traite, ce qu'elle traite, c'est qu'elle a entendu, quoi. Bien sûr. Ok. Après, entendre et enregistrer, on peut dire que c'est pas la même chose. Mais l'information circule quand même. Oui, et nous, on n'a pas de garantie sur ces choses-là. Alors, elle est où la vie privée? Est-ce qu'on doit être seul confronté à la machine et l'IA
Tu prenais l'exemple hier lors de la conférence du Japon où il n'y a pas une seule machine dans une poste au Japon, où il n'y a pas un humain. Oui, ça c'est vraiment les Japonais là-dessus. Vous savez, les Japonais, ils ont développé ce qu'ils appellent le principe de la société 5.0. Et dans la société 5.0, l'homme est au cœur de tout, de toute révolution industrielle. Et donc, quand ils parlent de l'homme, c'est pas un vœu pieux, hein, ou c'est pas juste un slogan. C'est que vous ne pouvez pas, par exemple, aller dans une station de métro et ne pas avoir un bonhomme, souvent des hommes, c'est rarement des femmes, mais bon, c'est une autre histoire. C'est le Japon, peut-être. C'est le Japon. Il n'y a pas une seule station où vous n'avez pas un être humain, une personne physique qui est là pour aider en cas de problème. Et ça a disparu en France. Aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver dans des stations de métro désertes. Il n'y a que des machines. Et si vous n'avez pas la monnaie, ou si votre carte ne marche pas, ou ceci ou cela, vous êtes coincé. Et ça, c'est pas normal. De déléguer le bien-être des voyageurs à des machines. Parce que les machines, elles ne sont pas infaillibles. Elles peuvent bugger. La machine peut bugger et l'IA a peut-être une réponse qui n'est pas celle qui me correspond. Exactement. Elle correspond à une moyenne. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur Parcoursup. Le chemin le plus emprunté. Plus plausible. On va le renforcer. Okay, intéressant. Donc tu veux sensibiliser les États, les gouvernements. Est-ce que ce travail se porte aussi auprès des grands groupes, des GAFA, qui ont une utilisation de l'IA et des outils de l'IA, des briques de l'IA, qui s'adressent à des milliers, des millions de personnes? Ils sont à sensibiliser aussi, je veux dire, dans ce travail-là. Oui, il y a beaucoup de gens qui essaient de les sensibiliser, mais c'est un autre combat. Moi, j'essaie de sensibiliser les citoyens dans un premier temps, parce que je pense que les vrais mouvements, ils viennent des citoyens. Ils viennent pas des stakeholders ou des gens qui ont le pouvoir déjà et qui n'ont aucune envie de le partager. Ce que je veux dire, c'est que une entreprise qui règne sur les 3/4 de la planète, ils n'arrivent pas encore à rentrer en Chine. Donc c'est peut-être une bonne chose et une mauvaise. L'Eldorado. Voilà. Et donc pourquoi de l'éthique, on est loin. Pourquoi ils vont m'écouter, moi? Je veux dire, ils n'ont pas besoin de moi. Par contre, moi, là où je me place, je veux dialoguer avec des gens qui sont pas forcément conscients de cela. Et après, si ces gens veulent laisser leurs enfants ou leur grand-mère ou leurs personnes vulnérables entre les mains ça devient une affaire privée. Mais je pense que vraiment, il y a beaucoup de place pour sensibiliser aujourd'hui. On a le dernier événement du one-to-one à Monaco, qui est l'autre événement one-to-one, principalement commerce, e-commerce, retail. Le sujet était la polarisation. Comment est-ce que je m'adresse à une jeune génération, une Gen Z, une Gen... c'est les millennials, dont j'ai un doute maintenant, je les confonds toujours, mais bref, à cette jeune génération qui s'inquiète pour la planète, veut consommer mieux, veut consommer plus intelligemment et en même temps achète du Shein. Ma question est la suivante. Dans ces citoyens que tu essayes de sensibiliser, on aime traîner sur TikTok. Je prends cet exemple, j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais sur ces outils qui utilisent l'algo, l'IA pour me dire quoi voir, quoi penser, et en même temps on a des considérations pour nos frères, nos sœurs, nos petits frères, nos petites sœurs quand on est des plus jeunes. Tu es confiante sur le fait qu'on arrive à sensibiliser ces personnes sur les enjeux de l'IA et de l'algorithmie au quotidien? Les petits, ouais, je pense. Il y a du travail à faire au niveau de l'éducation nationale, dans tous les pays, hein, pas que en France. Il y a beaucoup de gens qui ont cette fibre vis-à-vis de la jeunesse pour dire que peut-être on aura une meilleure génération, plus consciente de ce qui est en train de se passer. Les jeunes moi je les trouve très, comme ils sont sensibles à tout ce qui est changement climatique, ils sont sensibles à tout ce qui est green, ils sont sensibles à la durabilité des choses. Je pense que avec un peu de didactique, ils pourraient comprendre les enjeux de la tech et éviter certains travers. Mais encore faut-il qu'il y ait
moins jeunes qui les sensibilisent et qui leur expliquent les choses. Les rares fois où je me suis retrouvée, moi j'ai lancé un master junior pour les 8-14 ans. Génial. Et on leur fait de la tech, de la vraie tech, robotique, objets connectés, des petits algorithmes en Scratch, etc. Ils font marcher des robots. Et obligatoirement 3 heures d'éthique. Et qu'est-ce que tu abordes? Comment tu l'abordes? Eh ben, on leur explique déjà que il faut pas. Alors, il y a une bonne partie de sensibilisation aux questions de sécurité sur les réseaux. C'est-à-dire ne pas se faire dépouiller de son identité, ne pas raconter n'importe quoi, ne pas se faire hacker son compte, ce genre de choses. Et puis, petit à petit, sur la dernière heure, on leur explique que quand on fait un outil, il faut être inclusif, il faut être responsable, il faut pas montrer, je sais pas, l'image de son copain, enfin, des choses comme ça. Et donc, ça les intéresse beaucoup. Parce que vous savez, nos enfants, ils subissent aussi du harcèlement à l'école. Et donc, ils comprennent, ils entrevoient ces problématiques du mauvais usage de leur image, de leurs données, etc. Et donc, il y a un travail à faire sur les 8-14 ans qui peut être très porteur. Et là, je suis en train de batailler pour le lancer dans une 60aine d'écoles. Maroc, France, Maroc. Au Maroc. Ouais. Mais l'expérience va être, je pense, elle commence déjà à plaire, que j'espère pouvoir la déployer sur beaucoup de pays africains. C'est-à-dire juste breveter gratuitement hein, le concept, le modèle, le cours, etc. Donc là, je commence par former des formateurs, parce que je peux pas faire toutes les écoles. Hein. Non, bien sûr. Ouais. Je forme des formateurs qui vont déployer ce programme dans les écoles. Et à l'éducation nationale, ils sont assez partants sur. J'ai d'autres projets avec eux, etc. Et qui font que on a une certaine crédibilité sur le sujet. Donc, je pense que aujourd'hui, les cours d'éthique, faut les introduire dès le plus jeune âge. 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je comprends. Si par exemple, si on s'intéressait à cette question de l'éthique des enfants, on n'aurait pas de harcèlement à l'école. Je te laisse développer. Aujourd'hui, on voit tous les jours des enfants qui se suicident parce qu'ils se font harceler par leurs copains. C'est un sujet d'actualité chaude en ce moment en France. Ah oui, partout. Certainement partout. Ouais. Partout. Et le mal-être des enfants, le vandalisme qu'on fait de l'image, des données, de toutes sortes de choses concernant les copains, si on avait sensibilisé les enfants qui comprennent, parce que les enfants, ils vont pas être intrinsèquement méchants. C'est juste qu'ils comprennent pas, c'est du jeu pour eux. Alors, au lieu de voir de la violence à longueur de journée sur Netflix ou sur d'autres médias, eh bien, il faut les sensibiliser à des questions éthiques. Parce que c'est ça qui va faire que ces enfants-là, c'est un peu comme Asimov. Les 4 règles d'Asimov, c'est que tu ne tueras pas, tu ne feras pas de mal, etc., etc. C'est des règles très basiques. Mais les enfants, ils sont même pas conscients de cela. Et donc, ça donne des situations complètement affreuses. On a vu beaucoup d'enfants se suicider à cause du harcèlement. C'est de l'incompréhension et toutes ces choses-là. Pourquoi on sensibilise pas? On fait pas des cours là-dessus. Ça devrait pas être. C'est pas un phénomène rare. C'est un phénomène. C'est une lame de fond. Et grave pour qu'on l'aborde. Je suis d'accord. C'est une lame de fond dans les écoles. Et pourquoi on l'aborde pas de façon systématique et structurée? Amal termine avec un grand sourire. Amal, je le rappelle, qui veut dire espoir, et tu nous en donnes. Je te remercie infiniment pour cet échange. La dernière question que j'ai envie de poser, ou plutôt de t'interroger, c'est qu'on a un peu, j'ai le sentiment, lâché la bête. Tu le disais, hein, le grand boom en 2010, depuis quelques années, accessible au grand public. Il y a de plus en plus de frameworks, d'outils, de librairies pour tout un chacun pour faire de l'AI dans son coin. Donc, on a lâché la bête. On va jamais revenir en arrière. C'est mon sentiment, mais donc ton combat est de sensibiliser l'utilisateur. Tu n'es pas contre le développement de l'IA? Non, pas du tout. C'est ça. Je fais moi-même partie des gens qui développent l'IA. Mais je veux développer une IA éthique et responsable. Et pour cela, je pense qu'il faut sensibiliser. Il faut avoir une laisse dans la main pour la bête qu'on a lâchée. Et c'est ça. Je dirais que aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Il suffit de rebooter la machine.
Une laisse dans la main pour maîtriser la machine. Amal, merci infiniment. C'était un plaisir de te recroiser du coup. Alors hier, c'était sur scène avec quelques centaines de personnes, mais là, c'est en tête à tête. Je trouve ça très intéressant. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez retrouver Amal sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Amal El Fallah Segrouchni. Merci Amal. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.